Vous écoutez On lit pour vous. Québec étudie un nouvel accès à l'île aux Coudres à partir de Baie-Saint-Paul. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir. Devant la fin de vie utile du quai de Saint-Joseph-de-la-Rive, le ministère des Transports du Québec, MTQ, étudiera la possibilité de modifier le lieu de départ de la traverse vers l'île aux Coudres pour l'installer à Baie-Saint-Paul. Kariane Bourassa, ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, a annoncé que le gouvernement du Québec procéderait prochainement à l'octroi de mandat au MTQ pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur la question. L'étude servira à étudier différents scénarios pour l'aménagement d'une nouvelle route d'accès reliant la route 362 à un éventuel quai dans le secteur du Cap-au-Diable à Baie-Saint-Paul. Le rapport final est attendu au début 2027. Il permettra de trancher entre la reconstruction complète des installations de Saint-Joseph-de-la-Rive et le transfert vers Baie-Saint-Paul. Plusieurs citoyens de l'île aux Coudres demandent le déménagement de la traverse. On veut bien analyser cette option, mais il nous manque des données. Ça coûte combien de faire une route? A mentionné en entrevue au Devoir Kariane Bourassa. Cette étude préliminaire permettra de chiffrer les coûts et les modalités de construction d'une route d'accès de plusieurs kilomètres reliés à la 362. Les impacts environnementaux, les enjeux de sécurité et les délais de construction seront également pris en compte. Les partisans du déménagement font notamment valoir qu'il permettrait de diminuer significativement le temps de traversée, qui est actuellement d'une 30aine de minutes. Il permettra également de diminuer les effets des marées sur la consommation d'énergie des traversiers. Plusieurs citoyens voient le déménagement comme une occasion de refaire vivre l'île et de profiter de la manne du tourisme de Baie-Saint-Paul. Les traverses seraient beaucoup plus courtes et ça pourrait augmenter l'afflux touristique, a mentionné en entrevue au Devoir Mme Bourassa. D'une capacité d'une 50aine de véhicules et de 360 passages, la traverse fait l'aller-retour gratuitement entre 8 et 24 fois par jour selon les saisons. Plus de 100 000 personnes l'ont emprunté lors du seul mois de juillet 2025. Il s'agit du seul lien maritime entre l'île de 1400 habitants et la terre ferme. Un sujet chaud. On construit pour les 50 prochaines années. On doit quand même prendre une décision qui est basée sur des chiffres et avoir les bonnes données avant de trancher, a affirmé Kariane Bourassa. La ministre ne cache pas le fait qu'un possible déménagement pourrait faire des mécontents du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive, petite agglomération fusionnée à la municipalité des Éboulements. C'est un sujet quand même chaud dans la région. Ça implique beaucoup de gens. Parmi ceux qui ont des résidences le long du chemin qui mène au quai de Saint-Joseph-de-la-Rive et qui voient des voitures devant chez eux à longueur d'été, certains veulent la relocalisation. Certains, au contraire, préfèrent garder la traversée parce que, justement, ça amène de la vitalité à ce petit village. C'est vraiment partagé, a-t-elle estimé. C'était Québec étudie un nouvel accès de l'île aux Coudres à partir de la Baie-Saint-Paul, un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir. Le Monde, selon Paul, avec Michel Rabagliati. Une entrevue réalisée par Karine Wilder, parue le 13 juin 2026 dans Bel Âge.
Depuis plus de 25 ans, l'auteur et illustrateur Michel Rabagliati nous embarque dans le monde de Paul, ce personnage attachant, dont les aventures, saluées ici comme à l'international, mêlent humour, souvenirs et réflexion sur la vie. Mais derrière les pages, ce double de papier a-t-il aussi influencé la vie de celui qui l'a créé? Au fil du temps, quelle relation s'est développée entre vous et le personnage de Paul? Paul n'est pas un personnage au sens classique, comme Spirou ou Astérix. C'est un personnage miroir. Je m'en sers comme d'un véhicule pour raconter des histoires, souvent les miennes. Ce qui m'a attiré, c'est l'autofiction. Cette idée qu'on peut parler à la première personne, que le lecteur peut s'identifier, avoir l'impression qu'on lui parle directement. Paul grandit avec moi, évolue avec moi. Longtemps, j'ai raconté des souvenirs avec une certaine distance. Mais depuis quelques livres, je me rapproche beaucoup du présent. Aujourd'hui, c'est presque du temps réel. Qu'est-ce que Paul vous a appris sur vous-même? Il m'a appris à me regarder. En filigrane, Paul me sert à faire une sorte d'archive de ma vie. Je n'ai pas une grande mémoire, alors ces livres deviennent une façon de figer certains moments, de les garder. Mais, au-delà de ça, l'exercice m'oblige à me demander « Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un d'autre que moi? » Parce que l'autofiction, si ça reste juste du nombrilisme, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça devienne universel. Paul, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde, un Montréalais ordinaire avec une vie simple. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans ces petits détails, ces réflexions, ces anecdotes qui, je l'espère, trouvent un écho chez les lecteurs. Êtes-vous encore aujourd'hui la principale source d'inspiration pour Paul? Oui, complètement. Je ne lui invente pas une autre vie. Il ne part pas à l'aventure, ne voyage pas beaucoup, comme moi. Je puise dans ce que je vis, dans mon quotidien. Longtemps, j'avais besoin de recul avant d'écrire. Aujourd'hui, je suis plus près de l'instant. Mais ça reste toujours ancré dans mon expérience. Vous arrive-t-il de projeter dans Paul des envies ou des possibles que vous ne vous autorisez pas? Non, ça reste fidèle à la réalité. Par contre, je me permets des libertés dans la forme. Dans Il y a de la joie, par exemple, j'ai réintroduit des passages en bande dessinée parce que je m'étais limitée jusque-là au roman illustré. Mais pour certaines scènes, une action, une blague, la BD est irremplaçable. C'est là que je m'amuse. Si quelque chose est plus efficace en images, je le fais en images. C'est une liberté que je me donne, mais ça reste toujours ancré dans le réel. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre façon de raconter Paul en un quart de siècle? Il y a eu un tournant important après Paul à Québec. Dans ma vie personnelle, je me suis séparée et ça a eu un impact direct sur la série. Certains personnages ont disparu, comme Lucie ou la belle famille, et j'étais coincée. Je ne pouvais plus parler du couple. Ça m'a forcée à retourner dans le passé, à revisiter l'enfance et l'adolescence. J'ai fait 2 albums comme ça, presque par nécessité. Ensuite, avec Paul à la maison, je suis revenue au présent, mais d'une manière beaucoup plus intime et sombre. Le personnage est plus seul, plus fragilisé. On sent moins le bonheur facile des débuts. Quelles leçons avez-vous tirées de cette démarche autobiographique? Que ça doit d'abord être intéressant pour le lecteur. Je ne fais pas un journal intime. Je raconte ma vie, oui, mais en cherchant toujours à créer un récit qui tient. Je garde aussi une part de jardin privé. On dit souvent que je m'expose beaucoup, mais il y a des choses que je ne raconte pas. Et j'essaie de rester à ma place. Écrire avec les moyens que j'ai sans prétendre être quelqu'un d'autre. Cette honnêteté m'a toujours bien servi. En quoi la création de Il y a de la joie, votre plus récent livre, a-t-elle été différente des Paul précédents? Avec mes derniers livres, j'ai changé de format en allant vers le roman illustré. Ça m'a permis d'explorer autre chose. Le dessin joue un rôle narratif. Il remplace des paragraphes entiers.
Je n'ai pas besoin de décrire les lieux, les déplacements parce que les images s'en chargent. Ça me permet de me concentrer sur les réflexions, les dialogues intérieurs. Et puis, je me suis rapprochée du présent. Le livre se déroule sur 2 jours, presque en temps réel. C'est plus direct, plus dépouillé. Dans ce livre, on sent que le monde actuel vous inquiète. Pourquoi l'avoir intitulé « Il y a de la joie » ? Justement pour l'ironie. Le livre commence avec une accumulation de mauvaises nouvelles. Des vraies coupures de journaux. On est bombardé de négatifs. Aujourd'hui, on dirait qu'il est difficile de dire que la vie est belle sans paraître naïf. Alors ce titre, c'est un contrepoint, une manière de souligner le décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on aimerait ressentir. Le livre est rempli de détails du quotidien. Comment travaillez-vous pour que tout se tienne? Je prends des notes à la main au fur et à mesure. Ensuite, je construis le livre comme une suite de capsules. C'est très libre. Je pourrais en ajouter ou en enlever sans tout briser. Mais il y a quand même une cohérence parce qu'on suit un personnage pendant 2 jours, dans ses pensées, ses observations. Le dessin aide énormément. Il assure la continuité, il ancre le récit dans un lieu, dans une atmosphère. Comment votre propre vieillissement influence-t-il votre regard sur Paul? Mes premiers livres étaient plus légers. Maintenant, il y a les deuils, les problèmes de santé, la fatigue. Je vois le temps passer autour de moi aussi. Ça amène une forme de lucidité, parfois plus sombre. Paul devient plus introspectif, plus inquiet. Mais en même temps, il y a une prise de conscience. Profiter du moment présent, de ce qui est encore là. Même si ça peut sembler banal, ces petites vérités-là prennent tout leur sens avec l'âge. Ce qui est loin d'être banal, c'est de voir son propre nom figurer dans le Petit Robert. Comment avez-vous réagi en apprenant que le vôtre était dans l'édition 2027? Sur le coup, j'ai été ravie, comme un petit feu d'artifice. Mais très vite, je me suis dit que j'aurais aimé pouvoir appeler mes parents. C'est mon père qui aurait été le plus fier. Quand je passais dans Le Devoir ou ailleurs, il encadrait l'article et en faisait tout un fromage. Mon père m'encourageait, m'achetait des crayons, m'avait fabriqué une table lumineuse, m'avait amené voir un dessinateur de mode. Aujourd'hui, à 65 ans, je me sens comme à 9. C'est à lui que j'aimerais le dire. C'était Le Monde selon Paul avec Michel Rabagliati, une entrevue réalisée par Karine Wilder, parue le 13 juin 2026 dans Bel Âge. Un aliment riche en bons gras pour le cerveau. Un texte de l'équipe Salut Bonjour, paru le 13 juillet 2026, dans Coup de pouce. Prendre soin de son cerveau ne passe pas seulement par les mots croisés ou les jeux de mémoire. Dans l'assiette aussi, certains aliments peuvent faire une réelle différence au fil des ans. Parmi eux, l'un se démarque particulièrement au point d'être recommandé par de nombreux spécialistes de la santé cérébrale. Un petit aliment aux grands bienfaits. S'il n'existe évidemment aucun aliment miracle capable de prévenir à lui seul le déclin cognitif, plusieurs neurologues et chercheurs s'entendent pour dire que certains aliments peuvent contribuer à maintenir le cerveau en santé lorsqu'ils font partie d'une alimentation équilibrée. Parmi eux, les noix figurent presque toujours en tête de liste. Pourquoi les noix sont-elles si bonnes pour le cerveau? Les noix renferment une combinaison impressionnante de nutriments bénéfiques pour le cerveau. Elles sont riches en acides gras oméga 3 d'origine végétale, en vitamine E, en polyphénol, en magnésium et en antioxydants. Ensemble, ces composés contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif et réduire l'inflammation, 2 phénomènes associés au vieillissement du cerveau. Ce que disent les études.
Plusieurs recherches suggèrent qu'une consommation régulière de noix est associée à de meilleures performances cognitives avec l'âge. Par exemple, des analyses issues de grandes études d'observation ont montré que les personnes qui consomment fréquemment des noix présentent généralement de meilleurs résultats aux tests de mémoire et de fonction cognitive que celles qui en mangent rarement. Des essais cliniques ont également observé que l'ajout quotidien de noix à une alimentation équilibrée pouvait contribuer à améliorer certains aspects de la cognition, notamment chez les personnes âgées présentant un risque cardiovasculaire. Bien que les chercheurs rappellent que les noix ne constituent pas un traitement contre les maladies neurodégénératives, elles représentent néanmoins un excellent choix alimentaire pour favoriser une bonne santé cérébrale. Combien faut-il en manger? Bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire d'en consommer de grandes quantités. La plupart des experts recommandent environ 30 grammes de noix par jour, soit une petite poignée. Vous pouvez les déguster comme collation, les ajouter à un yogourt, à une salade, à un gruyot, ou encore les intégrer à vos recettes préférées. D'autres habitudes qui protègent le cerveau. L'alimentation n'est qu'une pièce du casse-tête. Les neurologues rappellent également que les meilleures stratégies pour préserver les fonctions cognitives consistent à pratiquer une activité physique régulièrement, dormir suffisamment, contrôler la tension artérielle, le cholestérol et la glycémie, éviter le tabagisme, entretenir une vie sociale active, stimuler régulièrement son cerveau par la lecture, les apprentissages ou les jeux de réflexion. Au final, aucune noix ne remplacera un mode de vie sain. En revanche, prendre l'habitude d'en consommer quotidiennement est une façon simple, délicieuse et appuyée par la science de prendre soin de son cerveau à long terme. C'était un aliment riche en bons gras pour le cerveau, un texte de l'équipe Salut Bonjour, paru le 13 juillet 2026 dans Coup de pouce. Pourquoi certains refusent-ils de prendre des vacances? Un texte de Maude Goyer, paru le 13 juillet 2026, dans la presse. Prendre des vacances devrait aller de soi. Pourtant, certains travailleurs les reportent, les écourtent ou continuent de travailler pendant leur congé. Culpabilité, peur de prendre du retard, sentiment d'être indispensable. Pourquoi est-il parfois si difficile de s'arrêter? Je n'ai pas le temps de prendre des vacances. Rémi Quentin-Gamache est planificateur de production en milieu manufacturier. Pour ce Montréalais de 42 ans, l'été est une période particulièrement occupée. Je prépare mon automne, une autre période où je serai super occupé. Je travaille toujours beaucoup et j'ai toujours été comme ça. Les vacances, pour moi, c'est facultatif. Je ne peux pas partir. Comme lui, certaines personnes ont du mal à mettre leur travail sur pause. Le travail peut occuper une place centrale dans leur identité. Il répond alors à des besoins psychologiques importants. Pour certaines personnes, le travail comble très bien 3 besoins qui sont de se sentir autonome, se sentir compétent et se sentir affilié, explique Émilie Genin, professeure à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. On va sentir qu'on appartient à une organisation. Dans cette mesure-là, ça va être difficile d'arrêter le travail. Se sentir indispensable. Le travail permet d'être reconnu, valorisé et de se sentir utile. Il peut alors devenir difficile de renoncer, même temporairement, à ce qu'il procure.
Quelqu'un qui se sent indispensable à son travail, c'est parce qu'il va chercher quelque chose qui le valorise, souligne Roxane de la Sablonnière, professeure de psychologie sociale à l'Université de Montréal. Selon elle, certaines personnes en viennent à se définir d'abord par leur travail, au détriment des autres facettes de leur identité. Chez une personne qui travaille tout le temps, l'identité peut finir par se définir principalement comme celle d'un travailleur, dit-elle. L'idée, c'est d'avoir une diversification des identités. Une pression qui ne vient pas que de soi. La difficulté à décrocher ne relève pas uniquement de la personnalité, rappelle Émilie Genin. Les pratiques et les attentes de l'organisation jouent un rôle important. Peut-être que vous aimeriez ça, vous, en prendre des vacances, avance-t-elle, mais vous savez très bien que si vous décrochez complètement, il pourrait y avoir un prix à payer. Dans certaines équipes, personne ne demande explicitement aux employés de rester disponibles. Mais répondre pendant les vacances peut être perçu comme une preuve d'engagement. À l'inverse, certains craignent qu'une absence complète nuise à leur réputation ou à leur possibilité d'avancement. Le comportement du patron donne souvent le ton. Ce n'est pas ce qu'il dit qui est important, c'est ce qu'il fait. C'est l'exemple. Et c'est ça qui crée la culture d'entreprise, rappelle Émilie Genin de l'Université de Montréal. Passion ou dépendance? Aimer son travail et y consacrer beaucoup de temps ne constitue pas automatiquement un problème. Certaines personnes sont passionnées par leur métier et choisissent de rester actives pendant leur congé sans en souffrir. Estelle Morin, professeure au département de management de HEC Montréal, distingue toutefois cette passion d'une véritable incapacité à s'arrêter. On parle de personnes qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler, dit-elle. Elles travaillent durant leurs vacances parce que si elles cessent de travailler, elles se sentent mal, elles se sentent coupables, elles ont le sentiment de manquer à leurs responsabilités. Dans certains cas, elles parlent d'ergomanie, soit la dépendance au travail. L'idée même de prendre des vacances peut alors provoquer du stress. On parle d'ergomanie ou de workaholisme quand la personne est incapable de ne pas travailler, explique-t-elle. L'idée même de prendre des vacances la rend nerveuse, lui cause de l'agitation, lui cause de l'anxiété. Les signaux à surveiller. Comment savoir si notre rapport au travail devient problématique? Le premier signal n'est pas forcément au travail lui-même, mais ailleurs, indique Émilie Genin. Ça devient un problème a priori quand la personne a des enjeux dans d'autres sphères de la vie. La fatigue persistante, les problèmes de santé, les tensions familiales, l'abandon des loisirs ou l'incapacité à être réellement présent avec ses proches peuvent constituer des signaux d'alarme. Pour Estelle Morin, ordonner à une personne de prendre des vacances risque d'être inutile. Les injonctions, ça ne va pas fonctionner, dit-elle. Elle croit plutôt qu'il faut l'aider à réfléchir à la place qu'occupe le travail dans sa vie. Il faut également éviter de juger tous ceux qui travaillent beaucoup, nuance Roxane de la Sablonnière. Les besoins et les réalités diffèrent selon les personnes et les périodes de la vie. Mais même pour les plus passionnés, s'arrêter peut être utile. Ralentir, ça permet souvent de remettre les choses en question et de les remettre en perspective. Et ça, c'est bénéfique. C'était « Pourquoi certains refusent-ils de prendre des vacances ?»
Un texte de Maude Goyer, paru le 13 juillet 2026 dans la presse. Il fait chaud. Voici l'aliment à ne surtout pas consommer. Un texte de Claudia Lalancette, paru le 28 juin 2026 dans Coup de pouce. En pleine canicule, votre alimentation peut faire toute la différence dans la façon dont votre corps gère la chaleur. Certains aliments sont à privilégier, d'autres à limiter sans hésiter. Quand il fait très chaud, notre premier réflexe est souvent de sortir le barbecue. Pourtant, un aliment populaire de l'été pourrait bien contribuer à nous faire souffrir davantage de la chaleur, la viande rouge. Selon plusieurs experts en nutrition, la digestion de la viande rouge demande beaucoup d'efforts à l'organisme. Riche en protéines et souvent plus grasse que les viandes blanches, elle entraîne une augmentation de la production de chaleur par le corps pendant la digestion, un phénomène appelé thermogénèse. Le résultat, on peut ressentir davantage de chaleur, de lourdeur et même de fatigue après le repas. Cette réaction est particulièrement désagréable lors des journées de canicule, alors que l'organisme travaille déjà fort pour maintenir sa température autour de 37 degrés Celsius. Les spécialistes recommandent donc de privilégier des protéines plus légères, comme le poulet, la dinde, le poisson ou encore les légumineuses. La viande rouge n'est d'ailleurs pas la seule à surveiller. Les plats très gras, les aliments très salés, l'alcool et certaines boissons caféinées peuvent également accentuer la déshydratation ou l'inconfort lié à la chaleur. Pour mieux traverser les épisodes de chaleur, les nutritionnistes suggèrent plutôt de miser sur des repas légers composés de fruits et de légumes riches en eau, comme le concombre, la tomate, le melon ou la pastèque. Les salades, les bols repas et les protéines maigres sont souvent les meilleurs alliés lorsque le thermomètre s'emballe. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de bénir complètement le steak cet été. L'idée est surtout d'en limiter la consommation lors des journées les plus chaudes et de privilégier des repas plus faciles à digérer lorsque la canicule s'installe. C'était « Il fait chaud, voici l'aliment à ne surtout pas consommer », un texte de Claudia Lalancette, paru le 28 juin 2026 dans Coup de pouce.